Messieurs, et bienvenue à ce webinaire de Smayo à l'occasion de la publication du chiffre d'affaires annuel 2025 de la société. Comme usuellement, il sera structuré en deux temps. Tout d'abord, une présentation par le management représenté aujourd'hui par Philippe Roussouli, président directeur général, et Renaud Fritsch, directeur financier de la société. Bonsoir, messieurs. Et ensuite, une Bonsoir. séance de questions et réponses où vous aurez la possibilité de poser vos questions par écrit via le système de chat qui s'affiche en bas de vos écrans. Je laisse à présent la parole à l'équipe managériale. Messieurs, c'est à vous. Merci beaucoup, Lucien. Bonsoir à tous. Donc, je suis Philippe Roussouli, je suis le PDG et fondateur de la société. Je suis avec Renaud Fritsch. Bonjour à tous, donc Renaud Fritsch, le DAF du groupe Smayo, plus d'une quinzaine d'années d'expérience dans les dispositifs médicaux et dans l'export aux USA. Merci beaucoup, Renaud. Je vous propose ce soir de commencer cette présentation en reprenant les fondamentaux de la société. Je suis désolé par avance pour ceux qui nous connaissent très bien, mais je vais passer assez rapidement sur cette partie. Ensuite, on s'attardera dans une deuxième partie sur l'activité commerciale de 2025 pour commenter les chiffres qui viennent d'être publiés sur le chiffre d'affaires annuel de la société. Et on évoquera dans une troisième partie la stratégie commerciale et notre vision de ce que peut être notre activité sur l'année 2026. Donc, pour commencer, les fondamentaux de ce que peut être Smayo. Smayo, c'est une société qui intervient dans le domaine des implants pour la chirurgie de la colonne vertébrale. On a fait un double constat. Ce constat, c'est que beaucoup de chirurgies étaient insuffisamment planifiées, c'est-à-dire que la feuille de route qui permet au chirurgien de déterminer précisément quelle forme de colonne il doit redonner via la chirurgie nous a semblé insuffisante et souvent génératrice d'un certain nombre de complications. Puis le deuxième constat, c'est que quand bien même la planification existait, les implants qui existaient sur le marché n'étaient pas faits pour appliquer une feuille de route de façon précise du fait de ce qu'on appelle leur polyaxialité. Donc ces implants étaient faits pour connecter facilement des vis et des tiges, mais pas forcément pour réaligner la colonne selon un plan précis. Donc fort de ce double constat, on a décidé de développer une offre qui permet aux chirurgiens, avant la chirurgie, d'avoir une feuille de route précise du réalignement vertébral et des impacts que ce réalignement induit par la chirurgie allait avoir sur les zones non opérées, que ce soit au niveau de la colonne vertébrale ou du bassin. Et puis ensuite, pendant la chirurgie, d'avoir la gamme d'implants qui permet d'exécuter la feuille de route de façon précise. Et après la chirurgie, les outils qui permettent d'évaluer de façon objective et précise les succès ou les échecs des chirurgies, de diffuser les bonnes pratiques et d'améliorer de façon continue la prise en charge des patients. Alors, si on regarde ce marché des implants pour la colonne vertébrale, c'est un marché qui représente environ 10 milliards de dollars, probablement un peu plus aujourd'hui, avec une croissance qui est de l'ordre aujourd'hui de 5% par an à peu près. Et c'est un marché qui est oligopolistique, qui est principalement trusté par 6 grosses sociétés nord-américaines. Il y a plus d'1 million d'interventions chirurgicales instrumentées. Il y a 400 petits fabricants qui sont sur des niches de marché. Et puis, on a un chiffre d'affaires par chirurgie qui, en Europe, est de l'ordre de 3 500 à 5 6 000 euros pour des grosses chirurgies complexes qui sont celles qui sont adressées par Smayo. Donc, c'est souvent des chirurgies de réalignement, des chirurgies de scoliose, des chirurgies de déformation vertébrale. Et puis, aux États-Unis, le même type de procédure donne lieu à des remboursements supérieurs à 25 000 dollars par chirurgie. Donc, vous l'aurez compris, le prix des implants est significativement supérieur aux États-Unis par rapport à l'Europe, et en particulier quand un dispositif est innovant. Par exemple, nous, on vend des tiges en titane sur mesure. On les vend 1 500 dollars la tige aux États-Unis, alors qu'en France, par exemple, le caractère innovant de la technologie est très peu valorisé et les tiges se vendent comme des tiges droites à 70 euros. Aujourd'hui, donc, du fait de ces prix très élevés et puis d'un marché en volume qui est important, les États-Unis représentent plus de 70% du marché mondial. Et donc, il y a des segments qu'on peut identifier, la déformation, et notamment les scolioses, comme c'est une déformation dans les deux plans. Vous avez tout ce qui concerne le vieillissement, le dégénératif, et vous avez les chirurgies pédiatriques, vous avez aussi de la trauma, de la tumeur, etc. Donc, Smayo se positionne très clairement sur toute la déformation, qu'elle soit pédiatrique ou qu'elle soit adulte.
et pas nécessairement que la scoliose, bien sûr la scoliose, mais aussi toutes les déformations dans le plan sagittal uniquement, avec des projections en avant de la colonne vertébrale du patient. Et notre savoir-faire principal, c'est d'aider le chirurgien à avoir une feuille de route extrêmement précise et pertinente, quelle forme on doit redonner pour que le patient soit équilibré dans le temps, et lui livrer les implants nécessaires pour réaliser cette feuille de route. Donc aujourd'hui, notre vision, comme je l'ai expliqué, avant la chirurgie, la planification. Pendant la chirurgie, les implants, ce sont des vis pédiculaires, des tiges sur mesure, des tiges précintrées. Et puis en haut de montage, on peut utiliser ce qu'on appelle des crochets. En bas de montage, on va utiliser ce qu'on appelle des plaques sacrées. Donc on a tout un ensemble d'implants qui permettent d'aligner chaque vertèbre sur les tiges d'union cintrées sur mesure et d'avoir une forme de colonne qui vient épouser la planification telle qu'elle a été pensée à partir des radios préopératoires du patient, le premier volet de notre offre. Et puis, notre métier historique, dans un troisième temps, qui est le suivi sur le long terme des résultats, à la fois en analysant comment les radios évoluent sur le long terme, est-ce que le patient est toujours équilibré, est-ce qu'il y a des compensations, par exemple, vous avez des gens équilibrés qui forcent sur leur bassin pour rester équilibrés, d'autres qui le sont avec un minimum d'effort. Donc forcément, on va pouvoir donner un certain nombre d'indicateurs objectifs pour savoir si la radio est belle à 6 mois, 1 an, 2 ans, etc. On va suivre les complications, on va suivre les chirurgies de reprise, on va suivre la qualité de vie du patient, etc. Donc, notre offre, en fait, elle s'appelle Eye Control parce qu'elle permet de donner du contrôle au chirurgien. Les 3 premiers volets, je les ai déjà évoqués, la planification, la réalisation au bloc de la chirurgie et le suivi sur le long terme. Et le 4e volet, c'est le volet éducatif, puisqu'on génère beaucoup de données et qu'on monitore en permanence les résultats des chirurgies, les stratégies qui ont été employées. On est capable d'organiser des événements où on invite des chirurgiens à manipuler des radios préopératoires avec notre logiciel, à reconstruire une forme tridimensionnelle de la colonne, à proposer des solutions de réalignement, à les discuter entre eux, c'est pour ça qu'on appelle ça un think tank, et ensuite à discuter des approches chirurgicales les plus performantes pour obtenir la forme de dos qu'ils souhaitent réaliser dans l'intérêt du patient. Donc ces événements éducatifs s'appuient sur nos données, sur nos logiciels, sur nos technologies qu'on présente via des workshops, et ils permettent en fait de mettre en relation des gens qui sont des utilisateurs très fréquents, des gens qui commencent à utiliser et des gens qui considèrent la possibilité d'utiliser nos outils. Ils les découvrent, où ils approfondissent leurs connaissances et surtout ils échangent entre eux parce que le meilleur promoteur d'une technologie dans notre domaine, c'est le chirurgien. Donc, les bénéfices attendus de ce package en fait, qui comprend la planification, l'exécution et puis le suivi sur le long terme, c'est d'abord pour le patient de bénéficier d'un équilibre pérenne et donc d'avoir moins de chances d'avoir des complications mécaniques liées à un déséquilibre et donc d'avoir une qualité de vie qui est sensiblement améliorée. Pour le chirurgien, il y a toute une gamme de services pour l'aider à déterminer sa feuille de route, disposer d'une tige précintrée. Il n'a plus besoin de la cintrer au bloc avec une cintreuse manuelle. Donc, il y a tout un suivi de son cas qui est fait pour lui. Donc, c'est un service qui a très forte valeur ajoutée. Et puis, il va centrer son activité sur la satisfaction du patient en proposant une chirurgie vraiment sur mesure. L'hôpital va mieux planifier les stocks d'implants qui sont nécessaires pour réaliser la chirurgie, puisque lorsqu'on fait une planification, on connaît les tailles de pellicules, on sait exactement ce qu'on va devoir utiliser comme implant. Donc, ça permet d'avoir une approche plus pertinente de la préparation logistique de la chirurgie et ça permet également d'avoir sur le long terme un taux de complication qui est réduit autant qu'il est possible de le réduire en ayant des stratégies de réalignement qui sont les plus sûres possibles dans l'état actuel des connaissances. Et puis, au niveau du système de santé, on a une durabilité, c'est-à-dire qu'on a moins de reprises. Et donc, on a, pour des patients bien équilibrés, un retour à la vie active quand la démographie des patients le permet, qui est également optimisée. Donc, si on va un petit peu plus précisément maintenant sur l'activité commerciale, bien entendu, je pourrais répondre à toute question que vous pourriez vous poser sur notre activité fondamentale sans aucun problème. Sur l'activité commerciale, donc ce qu'on peut noter sur l'année 2025, c'est une croissance qui est
très forte de 67% du chiffre d'affaires. On avait un chiffre d'affaires qui s'établissait à 5,5 millions d'euros en 2024 et on passe à 9,2 pratiquement millions d'euros en 2025. Donc, on a fait une croissance de 67%. On voit que cette croissance est exclusivement le fait du marché américain. Vous comprendrez pour des raisons évidentes que j'ai exposé tout à l'heure que compte tenu des prix de vente beaucoup plus importants et par voie de conséquence de la marge plus intéressante qui est faite sur une chirurgie américaine par rapport à des chirurgies qui sont faites en Europe ou dans d'autres pays, on souhaite mettre l'accent sur le marché américain. Il faut comprendre que quand on travaille avec un centre, on doit, quel que soit le marché, mettre à disposition une instrumentation. C'est une boîte à outils. Il y en a pour entre 20 et 30 000 euros de matériel. En parallèle de cette boîte à outils, on met un kit d'implants, qui est en fait un ensemble d'implants de différentes tailles qui permet de faire face à n'importe quel type de chirurgie. Donc ça, en fait, ça représente un investissement initial. Qu'on soit sur un marché à très fort prix de vente ou un marché avec des prix de vente beaucoup plus restreints, on a le même investissement initial à faire pour chaque centre. Donc, il nous semble être la meilleure allocation du capital possible de mettre l'accent sur le marché américain à court et moyen terme, de façon à pouvoir être dans les centres les plus actifs dans le domaine de la déformation rachidienne et dans lesquels se trouve le plus de valeur. À partir du moment où on est dans ces centres-là et à partir du moment où on a un amortissement de nos coûts fixes, on peut se projeter après sur d'autres régions de façon beaucoup plus facile. Donc nous, il nous a semblé très important de prioriser ce marché américain, ce qui explique pourquoi l'essentiel de notre croissance est fait sur ce marché. Un point aussi qui est notable, c'est qu'aujourd'hui, on fait 99% de notre chiffre d'affaires en vendant des implants. Je rappelle que Smayo est une société qui, jusqu'à l'année 2018, donc elle a été fondée en 2009 et jusqu'en 2018, on était uniquement une société de logiciels. C'était une société qui recueillait des données pour les plus grandes sociétés savantes et les plus gros industriels mondiaux de la chirurgie du rachis. Donc, on a recueilli beaucoup de données radiologiques, qualité du patient, descriptif des chirurgies, etc. Et on se rémunérait via des abonnements. Aujourd'hui, c'est un reliquat qui représente un peu plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires. Le reste de notre chiffre d'affaires, donc plus de 9 millions d'euros, c'est uniquement de la vente d'implants. Donc, vous l'aurez compris, on a un logiciel qui permet de déterminer la forme des tiges sur mesure en fonction du réalignement que l'on souhaite induire. Et on ne loue pas ce logiciel, on ne le vend pas, on vend les tiges sur mesure avec un premium. Je parlais tout à l'heure d'un prix de vente par tige de 1 500 $. Généralement, il en faut 2 par chirurgie, parfois 4. Ce prix, il est à mettre en regard avec le prix d'une tige droite qui est à 200 $. Donc, le premium, en fait, qui est lié à la planification, au cintrage sur mesure de la tige, c'est ce premium en fait qui vient valoriser l'offre logicielle de la société et pas de façon importante des abonnements ou tout autre type de revenus qu'on retrouve dans des logiciels en mode SaaS. Donc nous, en fait, le logiciel est vraiment un vecteur pour vendre des tiges sur mesure et par extension, tout type d'implant. Quand on regarde donc ces ventes d'implants aux États-Unis, on voit qu'on a une croissance qui est de 138% des ventes sur les États-Unis. Et on voit que dans les autres régions, on est plutôt en décroissance. Pourquoi on est en décroissance? Tout simplement parce qu'en France, on a quelques centres historiques qui posent très régulièrement nos implants et sur lesquels on est très solide. En revanche, on était dans beaucoup de centres de façon épisodique avec de l'immobilisation de capital et des chiffres d'affaires relativement restreints, de l'ordre de 30 000 euros par centre. Et on a décidé d'arrêter et de redéployer les instrumentations sur les États-Unis dans un contexte de forte demande. Donc, ça a érodé un petit peu notre chiffre d'affaires sur la France. Mais voilà, l'objectif stratégique, c'est vraiment de mettre l'accent maximum sur les États-Unis. Et puis après, sur la partie internationale, on a aussi une petite perte de vitesse qui est en fait liée à un élément conjoncturel au Danemark sur un centre à Copenhague pour lequel il y a un certain nombre
de difficultés avec des infirmiers anesthésistes et c'est quelque chose qui va se résorber d'ici à septembre 2026. Donc, si on se concentre par contre sur les États-Unis, on voit une croissance extrêmement forte, 138%, malgré un effet de change défavorable. Donc, la réelle croissance en dollars, elle est de 160%, avec d'une part un pool de centres qui pose énormément et qui a progressé très fortement par rapport à ce qu'il faisait l'année dernière, où on commençait à avoir une très forte croissance sur les derniers mois, mais cette croissance s'est poursuivie et amplifiée sur 2025. Et puis l'ouverture, relativement tardive, parce qu'on a eu, les enregistrements prennent énormément de temps aux États-Unis, mais l'ouverture d'un peu plus d'une dizaine de centres qui ont fait, pour certains, 2-3 chirurgies en 2025 et dont on espère qu'à l'image des centres qui sont aujourd'hui des centres majeurs pour Smayo, ils vont se renforcer très fortement en 2026, poser en année pleine et nous permettre de réaliser une croissance tout à fait intéressante. En parallèle de cette progression des ventes qui est le fait principalement des États-Unis, on a également renforcé la structure financière de la société, à la fois avec une levée de fonds de 2,5 millions d'euros, 1,5 million d'euros d'equity, 1 million d'euros d'obligations convertibles, dont vous voyez les conditions. Alors, quand on voit 3,60 € prix par action, ça semble faible par rapport au cours actuel, mais il faut se rappeler qu'au moment où on a fait cette augmentation de capital, on avait un cours qui était largement sous les 3,40 €. Donc, on a fait une augmentation de capital avec des conditions, avec une prime par rapport au cours de bourse, ce qui est, à mon sens, une augmentation de capital faite dans de bonnes conditions. Et puis, on a complété avec donc une obligation convertible. Ensuite, on a bonifié cette augmentation de capital par du financement non dilutif. D'une part, 1 million d'euros de la BPI, de la région Rhône-Alpes-Auvergne, sur un projet qui va nous permettre dans les années à venir de créer une technologie de suivi en temps réel au bloc opératoire du réalignement pour mettre en fait ce réalignement au regard de la feuille de route et vérifier avant de fermer le patient que vraiment on a respecté ce qu'on voulait faire. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui va en plus nous aider à valoriser encore plus notre implant. Donc c'est quelque chose qui va être très vertueux et qui va nous permettre de nouer des collaborations avec un certain nombre d'acteurs sur le marché qui proposent des stations qui permettent de filmer le patient et de naviguer les implants. On va rajouter en fait des capacités à ces stations existantes de façon à ce qu'avec un investissement en CAPEX relativement neutre, on donne beaucoup de valeur ajoutée via du software à nos clients et à nos clients futurs. Donc ça, c'est 1 million et dans des conditions exceptionnelles puisqu'on n'a pas de taux d'intérêt là-dessus. Et puis, à des conditions de marché, 1 million de financement bancaire supplémentaire de nos partenaires historiques, la Société Générale et la BNP. Donc, voilà, sur l'année 2025, on a rajouté 4,5 millions d'euros de cash dans la société, ce qui nous permet de constituer une trésorerie qui est de 5,8 millions au 31 décembre 2025, qui nous donne une visibilité importante sur l'année 2026 et qui ne génère pas du coup de besoin de financement immédiat pour la société, qui a, comme je l'ai expliqué, déjà amorcé beaucoup de choses sur le plan commercial et qui va essayer de concrétiser au maximum ce qui a été amorcé l'année dernière, à la fois donc sur les nouveaux centres et puis à la fois on va en parler sur l'Open Platform. Donc là, ça me permet de faire une transition sur la stratégie commerciale de la société. Donc, on a la volonté de continuer à trouver des centres d'excellence qui vont poser l'ensemble de nos implants. Et comme je l'ai expliqué, le plus long et le plus compliqué, c'est les enregistrements. Parce que déjà, si vous vous lancez dans ces mois d'enregistrement, ça signifie que le chirurgien est motivé et qu'il va pousser le dossier au niveau de son hôpital. Une fois que vous êtes enregistré, vous avez les chirurgies qui commencent. Alors, ça peut prendre du temps parce que quand vous êtes enregistré, le chirurgien, il va mettre peut-être 2 mois avant de vous programmer la première chirurgie. Puis ensuite, il en programme une deuxième, une troisième. Et au bout d'un certain stade, s'il considère qu'il y a vraiment une plus-value pour ses patients, c'est là que ça part très, très fort. Et quand vous regardez le ramp-up des autres centres sur ce qu'ils ont fait entre le moment où ils ont commencé à poser en 2024 et ce qu'ils ont réalisé sur 2025, vous voyez qu'à un moment donné, vous franchissez une marche et que vous avez une régularité des poses et une puissance, un volume de poses important qui se met en place. Donc ça, on va continuer ce mouvement
faut comprendre qu'un centre, c'est de l'investissement, c'est des mois en fait d'enregistrement, puis ensuite c'est du training et progressivement les choses se mettent en place. Donc c'est pas quelque chose qui se fait en un jour et qui par exemple, on pourrait dire, tiens, tous les mois, on va en faire 10 nouveaux. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est en cumulatif et en fait, vous avez régulièrement des centres qui deviennent des centres importants. À côté de ça, ce que l'on souhaite faire, c'est permettre à tout chirurgien de la colonne vertébrale aux États-Unis de pouvoir bénéficier de nos tiges sur mesure, même s'il n'utilise pas nos implants. Il faut savoir que nos implants sont assez différenciés par rapport à ce qui existe sur le marché pour réaligner une colonne vertébrale. Nos implants ont pour faculté de créer un angle de 90 degrés entre la vis qui est implantée dans le pédicule de la vertèbre et la tige sur mesure, si bien que les vertèbres vont s'aligner de façon très précise sur la tige et qu'on va avoir une adéquation très forte entre la feuille de route et la réalisation chirurgicale. Ça, c'est ce qui va motiver des utilisateurs exigeants qui souhaitent faire de beaux réalignements précis à travailler avec nous. Notre implant, en revanche, est un peu plus exigeant que les implants qui sont utilisés par nos concurrents parce que la connexion entre la tige et la vis est monoaxiale pour induire cette correction très forte. Mais du coup, si la vis n'est pas bien positionnée dans la vertèbre, c'est plus compliqué après de la connecter avec la tige. Donc, simplement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a un effet de réalignement qui est supérieur avec une exigence pour poser l'implant qui est également un peu plus élevée que celle de nos concurrents. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur le marché, vous avez beaucoup de chirurgiens. Je parlais tout à l'heure d'1 million de chirurgies instrumentées qui, du jour au lendemain, ne vont pas forcément passer sur notre implant. Ils vont vouloir continuer à utiliser les vis qu'ils utilisent traditionnellement. Pour autant, ces chirurgiens vont être intéressés par le fait de disposer d'une tige sur mesure, même si l'effet de réalignement est un peu inférieur à celui qu'on propose, ils vont être intéressés par la tige sur mesure. Et donc, je parlais tout à l'heure de $3 000 de chiffre d'affaires par chirurgie. Si vous multipliez ça par plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de chirurgies, vous pouvez créer un stream de revenus très intéressant qui, en plus, va être poussé par les réseaux commerciaux de nos partenaires. Donc, dans cette optique, on a commencé à négocier des partenariats. On en a signé 2 l'année dernière avec Highridge Medical, qui est la société qui a repris l'activité spine de Zimmer. C'est une société qui fait quand même plusieurs centaines de millions de dollars de chiffre d'affaires. Vous avez la même chose avec Orthofix, pareil, une très belle société qui est localisée à Dallas et qui fait aujourd'hui à peu près 750 millions de dollars de chiffre d'affaires. Et donc, c'est deux belles sociétés qui sont dans le top 8 mondial et qui, aujourd'hui, sont en train de mettre en place avec nous la possibilité pour plusieurs dizaines de centres de pouvoir bénéficier de nos tiges sur mesure qu'ils utiliseront avec leurs propres implants. En parallèle de ces 2 partenariats, on en discute d'autres avec des acteurs majeurs. Certains sont encore plus gros et on espère qu'au moins 1 ou 2 seront signés très prochainement. Et donc, cela va nous permettre, avec le fait de s'associer avec la force de vente de ces acteurs, de multiplier le volume de nos ventes de tiges sur mesure, avec l'avantage d'augmenter de façon sensible le chiffre d'affaires de la société à partir du 2e semestre de 2026. Je rappelle qu'il faut s'enregistrer dans les hôpitaux et qu'il faut également mettre en place tous les process pour s'interfacer avec eux, pour les processus de facturation et autres. Donc, on a besoin de ce temps-là et on l'utilise aussi pour faire des démos auprès des nouveaux centres et de permettre à beaucoup d'entre eux de rentrer dans le projet. Mais donc, à partir du 2e semestre de 2026, on espère un impact important sur le chiffre d'affaires, mais aussi sur la rentabilité, puisque quand on livre des tiges sur mesure, on n'a pas besoin de livrer des instrumentations, on n'a pas besoin de livrer du stock. Donc, contrairement au fait d'ouvrir un centre avec l'ensemble de nos implants, j'évoquais tout à l'heure 30 000 € à peu près de coûts pour tous les outils chirurgicaux, 25 000 € de stock d'implants. Là, vous n'avez pas tout ça. Vous livrez les tiges sur mesure à la demande. Donc, c'est une croissance qui est sur le plan de la génération de cash, qui est vertueuse et qui, on l'espère, va nous permettre d'avoir des besoins en cash optimisés. Le 3e volet de notre stratégie, c'est de continuer à enrichir l'offre produit. J'ai parlé du projet qui va nous permettre, avec l'aide de la BPI, de développer une technologie de suivi en direct du réalignement vertébral qui va exploiter un certain nombre de caractéristiques de nos implants qui sont extrêmement intéressantes
en visualisant les implants, de savoir en fait où sont les vertèbres les unes par rapport aux autres et comment en direct on peut, grâce à une caméra, afficher le réalignement vertébral au bloc avant de refermer le patient, de façon à avoir une chirurgie précise et très proche de ce qui a été planifié. Cette technologie-là va s'associer avec les modules d'intelligence artificielle qu'on est en train de sortir progressivement pour que sur simple transfert d'une image, tous les repères anatomiques soient reconnus automatiquement par la machine, que toutes les guidelines, c'est-à-dire les schémas de réalignement des vertèbres les unes par rapport aux autres, de forme de dos en fonction de la forme du bassin, soient mises en place automatiquement par la machine au lieu que le chirurgien tâtonne. On va dire, voilà, quelles sont tes préférences, comment tu préfères réaligner les vertèbres par rapport à quelle école de pensée, et on va implémenter automatiquement ces réalignements. Donc, on va rendre le processus qui consiste à récupérer la radio préopératoire, la reconstruire en 3D, planifier le réalignement directement induit par la chirurgie et prédire, ou en tout cas modéliser la façon dont les zones non opérées vont réagir à la chirurgie, et ensuite designer la tige sur mesure qui correspond. Tout ça, ça va être fait de façon extrêmement rapide et ça va nous permettre, avec ces forces de vente de nos partenaires qui vont être mises à disposition du projet, de tirer la demande sur les tiges sur mesure, de livrer plusieurs couples de tiges par jour et peut-être à terme plusieurs dizaines de couples de tiges par jour. On a, c'est un point très important, mis en place ce conseil scientifique nord-américain avec des chirurgiens qui sont représentatifs. Donc déjà, ce sont des gens qui ont une activité très très forte aux États-Unis, qui sont représentatifs des différents segments de marché. Donc on a Dr Camilo Molina et Dr Donald Baskevich qui sont des neurochirurgiens spécialistes de la déformation. Dr Brian Neumann est un chirurgien orthopédiste spécialiste de la déformation adulte. Et le Dr Tener Guillaume est un orthopédiste spécialiste de la déformation pédiatrique. Donc, avec ce Scientific Board qui va s'enrichir encore probablement d'un ou deux membres dans le courant de l'année 2026, on couvre un spectre très large de spécialités et on a finalement des ambassadeurs qui nous connectent avec un certain nombre de leurs pairs. Et c'est à la fois une façon d'améliorer la qualité des dispositifs qu'on propose au marché, puisqu'on a des feedbacks, c'est un peu comme un pilote de Formule 1, il a fait son tour de circuit, il donne du feedback aux mécaniciens, et nous, c'est un peu la même chose avec les chirurgiens, pour qu'on ait des instruments toujours plus performants, qu'on ait parfois des petites caractéristiques d'implants qu'on va améliorer. Le deuxième aspect, c'est qu'on va faire des publications en collaboration avec eux à partir des données qu'ils génèrent. Et ensuite, on a la faculté d'inviter des chirurgiens pour leur montrer des chirurgies et on a la faculté d'utiliser le réseau et l'aura de ces chirurgiens durant des cours pour progressivement amener un certain nombre de leurs collègues à utiliser nos outils. Donc, ce Scientific Board, c'est quelque chose de très important et qui a très bien fonctionné puisque ces chirurgiens-là font partie aujourd'hui de nos poseurs les plus assidus. Ce qui prouve qu'il croit très fortement dans le projet et qui contribue de façon significative à son succès. Donc, vous voyez ici nos Sagittal Alignment Think Tank. On a commencé en 2022 à Dallas, il y avait 13 participants. À San Diego, il y avait 24 chirurgiens. Ils étaient 36 à New York il y a un an et demi. Et puis, en décembre, on était jusqu'à 60 participants. Alors, sur les 60 participants, il y avait 40 chirurgiens. Mais le problème, c'est que la salle, au bout d'un moment, elle était, on ne peut pas pousser les murs. Donc aujourd'hui, on est plus à refuser des gens qu'à chercher à remplir la salle. Et on a des chirurgiens très très seniors qui viennent à cet événement et qui en font aujourd'hui une référence aux États-Unis sur les réflexions liées au réalignement vertébral. Et en fait, à l'issue de ces réunions, on a à la fois des idées qui sont générées pour des développements futurs, on a des nouveaux centres qui lancent des enregistrements, on a des centres qui sont en train de démarrer, qui prennent confiance, et puis on a des utilisateurs déjà significatifs qui apprécient de pouvoir partager leur expérience avec d'autres sur un événement qui est extrêmement qualitatif. Au niveau du déploiement, on voit qu'il y a quand même une méthode qui s'est mise en place depuis notre introduction en bourse en 2022. On a commencé par faire ce cours à Dallas. À partir de ce cours-là, on a trouvé un certain nombre de prescripteurs.
qu'on a élargi. Les gens se sont mis à poser significativement à partir de la fin de 2024. Les pauses n'ont fait que s'amplifier sur 2025 et on fait notre événement chaque fin d'année. Et en parallèle, on bénéficie du réseau de chacun des chirurgiens et on ouvre des comptes dans des endroits ciblés. Et avec maintenant le stream de l'Open Platform et des partenariats industriels qui va venir amplifier cette tendance pour pénétrer le marché. Notre stratégie, ce n'est pas les stratégies conventionnelles qui consistent à acheter des dizaines de kits, à les mettre dans tous les hôpitaux, y compris quand beaucoup d'entre eux ne sont pas particulièrement intéressés par ce que vous proposez, à finalement avoir une offre produit qui est assez générique, et puis à multiplier les commerciaux et à finalement mettre des moyens un peu partout pour faire coûte que coûte du chiffre d'affaires. Donc ça, c'est des modèles qui ont permis des croissances parfois importantes, parfois décevantes, mais qui, dans tous les cas, ont généré des cash burn extrêmement significatifs. Ce n'est pas la méthode de Smayo. Nous, on est plus sur une technologie très différenciante, avec un nombre restreint de prescripteurs et une croissance ciblée sur des centres dont on estime qu'ils vont avoir des bons résultats avec nos outils et qui vont ensuite en faire une promotion à travers les résultats, les radios post-opératoires qui montrent bien en fait ce qui a été fait, qui vont en faire une promotion qui sera la plus efficace possible. Les accords de distribution, j'en ai parlé, donc cette plateforme open avec iRidge et Orthofix, je ne vais pas revenir dessus, mais sachez qu'on travaille à la fois à matérialiser ces accords-là, à faire rentrer plusieurs dizaines de centres sur ces accords et à en faire déjà un succès sur 2026 et également à ouvrir d'autres accords avec d'autres acteurs significatifs. Et au niveau de l'innovation et de la R&D, on a beaucoup de données dans notre base de données, ce qui est notre ADN, puisqu'on était d'abord une société de logiciels de données. Donc, on cherche à exploiter ces données pour tout ce que j'ai décrit tout à l'heure. Les modules d'IA, c'est toujours des choses qui viennent apprendre des données rentrées par l'humain. Quand vous avez un humain qui a mis 30 points sur une radio 10 000 fois, au bout d'un moment, l'ordinateur sait faire la même chose juste en regardant des pixels. Donc, vous n'avez pas besoin de décrire des formes à trouver. En fait, il va juste imiter il va apprendre de ce qu'a fait l'humain et il va imiter ce qu'a fait l'humain. Et on obtient des résultats qui sont toujours proportionnels, voire même exponentiels avec le nombre de données d'entrée qu'on peut utiliser pour apprendre. Donc, on exploite ces données pour rendre le processus de gestion des radios le plus rapide possible, le plus performant possible, et pour essayer de prédire des choses. Ce qui est un peu le Graal, c'est d'arriver à prédire comment les zones non opérées se comportent après les chirurgies. Vous avez aujourd'hui deux complexités stratégiques quand vous faites une chirurgie du dos. La première, c'est de comprendre, même avec une tige cintrée d'une certaine façon, comment cette tige va s'aplatir, parce que dès lors qu'elle est connectée avec la colonne, vous avez des forces mécaniques qui s'exercent sur la tige et la forme de la tige telle que vous la livrez à l'hôpital est toujours un peu différente de la forme de la tige telle que vous la constatez sur la radio post-opératoire, parce que les vertèbres tirent dessus et que vous avez un effet qui peut être un effet d'aplatissement ou au contraire de flexion. Et puis le deuxième aspect, c'est quand vous n'opérez jamais toute la colonne, donc vous avez des segments qui sont laissés libres, et ces segments, en fait, ils peuvent se réaligner d'une façon qui peut nuire à l'équilibre global du patient. Donc il faut anticiper le comportement des zones non opérées et induire une action sur les zones opérées qui permettent aux zones non opérées de se réaligner de façon harmonieuse. Et ça, c'est un art qui nécessite d'avoir beaucoup de données, faire beaucoup de calculs. Aujourd'hui, on a une technologie qui permet aux chirurgiens de faire des hypothèses et de constater visuellement ce que ces hypothèses vont donner sur l'équilibre global du patient. On a aussi la capacité de lui montrer des cas réels pour qu'il se rende compte de ce que des chirurgiens ont obtenu avec des stratégies similaires à celles qu'ils souhaitent utiliser. Mais demain, on travaille sur la possibilité de calculer les évolutions au-dessus du montage, en dessous du montage, avec l'intelligence artificielle, en éduquant l'intelligence artificielle à ce que des dizaines de milliers de résultats précédents ont donné, et donc à essayer de deviner géométriquement comment la colonne va se comporter, et le tout en quelques secondes. Parce que, évidemment, il y a des modèles biomécaniques pour faire ça, mais ça prendrait des heures pour faire les choses de façon rigoureuse avec des modèles par éléments finis. L'intelligence artificielle peut le faire en beaucoup moins de temps. C'est une approximation, mais à partir du moment où elle atteint un certain niveau de précision, c'est une aide extrêmement précieuse pour le chirurgien. Je vais
conclure avec le news flow qui reste très riche. Donc, à la fois avec des nouveaux centres qui nous rejoignent de façon très, très régulière, et puis ça va s'amplifier avec les centres Open Platform. Forcément, des chiffres d'affaires par centre inférieurs, mais une volumétrie de centres importante puisqu'on va bénéficier du réseau de nos partenaires industriels. Et puis, des sorties R&D qui vont nous aider à rendre notre implant plus facile à utiliser, plus grand public, tout en gardant sa philosophie et ses avantages. Et puis, des publications scientifiques qui ont été soumises à des revues qui vont sortir dans le courant de l'année 2026 pour démontrer la précision de nos implants pour exécuter une feuille de route et pour aussi regarder sur des populations de patients ciblés quelles sont les meilleures approches pour obtenir les résultats cliniques les plus solides. Sur le long terme, à peu près la même philosophie, hein, donc c'est l'accroissement du nombre de centres et puis l'automatisation, disons l'augmentation de la scalabilité du projet pour avoir une feuille de route qui se génère quasiment automatiquement, qui est validée par un chirurgien bien entendu et qui ensuite donne lieu à une chirurgie extrêmement répétable et moins dépendante de l'opérateur. On parle ici de robotisation, on n'a pas de projet de robot chez Smayo, il faut dire très clairement, on avait dans le temps, on a fait un prototype via Silorus Robotics, qui était une filiale que j'avais créée. Et en fait, notre but, ce n'est pas de lancer un robot chirurgical, qui sont des projets qui sont souvent très coûteux en CAPEX et qui sont déjà adressés par des acteurs très compétents. Je pense à Essential Robotics, par exemple, pour parler d'un acteur français. Donc, notre but, ce n'est pas du tout de faire ça. Notre but, c'est plus de créer des modules qui vont venir s'associer avec des stations, soit de navigation, soit de robotique existantes. Et on ne cherche pas du tout à changer notre modèle et à avoir des CAPEX extrêmement importants. Donc, on peut améliorer l'automatisation de la chirurgie sans pour autant avoir notre propre robot. Pour conclure, vous l'avez compris, Smayo, c'est une société qui a une approche un peu singulière par rapport à ce que vous avez pu voir sur les 15-20 dernières années dans le domaine de la chirurgie rachidienne, puisque c'est une société qui donne une large place au logiciel, à la data, et qui également offre un certain nombre de services exclusifs aux chirurgiens. Ce n'est pas une société qui cherche à répliquer ce que les gros font. On a une offre qui est très différenciée. Alors, dans un premier temps, on nous a dit « mais pourquoi vous sortez un implant comme celui-là? Les gens veulent des choses faciles, etc. » Puis en fait, avec un implant qui est plus ambitieux, vous arrivez à convaincre les chirurgiens les plus pointus. Comme vous améliorez la partie logicielle, la partie service, votre implant qui au départ était très élitiste devient de plus en plus démocratique. Les gens ont tendance à vouloir imiter ce que font les meilleurs. Donc, à partir du moment où ça commence à prendre, ils prennent le temps nécessaire pour se former. Et vous avez ensuite un cercle vertueux qui est amplifié par les publications, etc. Donc, l'utilisation des données, l'approche service, logiciel, intelligence artificielle, la R&D, le management qui aujourd'hui a un certain nombre d'années d'expérience. Moi, j'ai créé la boîte maintenant il y a 17 ans. Jean-Charles, mon frère, est dans le domaine de l'orthopédie depuis maintenant plus de 20 ans. Donc, on a un management qui est très expérimenté. Je ne parle même pas de Renaud qui est dans ce business depuis aussi plus d'une décennie. Et notre CCO, Mathieu, qui n'est pas là ce soir, mais qui a aussi énormément d'expérience dans le domaine, dans différentes composantes, la robotique, la chirurgie planifiée, etc. Donc, aujourd'hui, on a quand même une belle équipe et on a la capacité de mettre au service de nos clients ces années d'expérience et cette technologie qui arrive à maturité. Donc, on pense qu'il y a une sorte de sweet spot pour Smayo sur le marché américain pour vraiment se développer très fortement dans les années qui viennent. Et donc, aujourd'hui, on a une exécution de la stratégie commerciale qui s'est révélée efficace sur le périmètre qui reste le périmètre d'une petite société à ce stade. On a dépassé les 10 millions de dollars, ce qui était à peu près notre objectif quand on s'est introduit en bourse. Mais aujourd'hui, je dirais que le meilleur reste à venir. Encore une fois, nous, on n'est pas une société qui va vous promettre tous les mois d'avoir des taux de croissance à tomber par terre. Parfois, on va franchir des marches d'escalier, ça va aller très vite. Parfois, ça ira un peu moins vite parce qu'on fait face à
beaucoup d'obstacles administratifs quand on veut s'enregistrer dans les hôpitaux. Et je rappelle qu'on ne travaille qu'avec des gros hôpitaux parce qu'on fait que de la chirurgie complexe. Donc, mais quand les marches sont franchies, après, ça avance très vite et ça fait l'objet de beaucoup de régularité dans les pauses. Donc, on a tous les éléments à travers l'Open Platform et à travers les nouveaux centres enregistrés, à travers les futurs centres pour créer de la croissance dans les années qui viennent. Et je terminerai là-dessus, dans une optique de cash burn qu'on espère le plus prudent possible et avec la volonté d'atteindre le plus rapidement possible, sans pouvoir donner d'horizon de temps aujourd'hui, une rentabilité tout à fait intéressante. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. J'ai terminé mon exposé. Je vous propose maintenant de nous poser un certain nombre de questions. Et sur les questions financières, je laisserai la parole à Renaud. Merci beaucoup Philippe. Je rappelle à nos participants qu'ils peuvent poser en effet des questions via le système de chat. On en a déjà un certain nombre et sans trop de surprise, les premières portent sur le contexte géopolitique. La première étant, la tension actuelle et récente avec les États-Unis va-t-elle vous poser problème dans le cadre de votre activité nord-américaine? Et également, êtes-vous déjà sujet à des tarifs ou des droits de douane? Alors, Smayo est une société qui, comme vous l'avez vu dans ma présentation, réalise 75% de son chiffre d'affaires aux États-Unis et dont la production est à quasi-totalité en France. Donc, par définition, comme toutes les sociétés exportatrices vers les États-Unis, nous sommes soumis à des droits de douane qui représentent 15% de nos prix de transfert. Donc, comme toutes les sociétés industrielles, on a une politique de prix de transfert qui reflète, disons, une sorte de fair market value et qui représente une fraction du prix de vente final. Donc, on a déjà un impact, Renaud, si je ne dis pas de bêtises, de 200 000 € sur l'année 2025 par rapport aux droits de douane. Voilà. Donc, ces 15%, on ne peut pas vous dire que ça nous fait plaisir. Après, bon, ça a été 200 000 € à mettre au regard d'un chiffre d'affaires qui représente 9,2 millions d'euros. Donc, j'aurais préféré pouvoir mettre ces 200 000 € dans autre chose, mais on a été impacté. Alors, on peut répercuter une partie de cet impact sur certains prix de vente, mais on a assez peu de marge pour le faire, notamment dans les centres sur lesquels on est déjà enregistré. C'est très difficile de changer les prix en cours de route. On peut, si les choses venaient à s'amplifier, partager le fardeau avec aussi nos distributeurs. Donc, c'est pas parce qu'on va avoir X% d'augmentation des droits de douane que ça va se traduire par la même baisse de points de marge. Mais il est clair qu'on est une société qui exporte sur les États-Unis de façon importante eu égard à notre chiffre d'affaires et qu'on est très attentif à toutes les discussions qui peuvent avoir lieu aujourd'hui entre l'administration du président Trump et puis ses autres partenaires. Merci Philippe, c'était très exhaustif et en effet, tu as également couvert une autre question qui était posée sur le lieu de fabrication des implants. Donc, on a bien entendu que c'était en France. Je passe du coup à des questions financières. On en a un certain nombre, dont la première, quel est le niveau de cash burn actuel par mois? Quelle va être son évolution à l'avenir? Et êtes-vous amené à revenir vers le marché pour lever des fonds? Oui, merci pour la question. On restera aujourd'hui centré sur l'analyse du chiffre d'affaires et on prendra le temps de disséquer un petit peu notre activité de cash lors de la présentation des comptes 2025 en avril prochain. Pour autant, on a déjà disclosé notre position de cash au 31 décembre 2025 qui est de 5,8 millions. Elle était de 3,2 millions à fin d'exercice 2024. Et on a expliqué que les opérations de financement étaient, sur l'exercice 2025 étaient à hauteur de 4,5 millions. Donc, vous pouvez faire le calcul, c'est pas très compliqué.
Voilà. Après, sur le cash burn, on a une trajectoire de cash burn qui va en s'améliorant et c'est quelque chose qui peut aussi être amplifié par l'open platform, qui peut être contrebalancé par contre par rapport à, premièrement, la dépréciation si elle venait à s'amplifier du dollar vis-à-vis de l'euro. Vous savez que les projections de Bloomberg, on est à 1,20. Pour l'instant, on n'est pas encore là. Mais c'est un élément qui peut être sensible pour nous, ayant 75% de revenus qui sont en dollars. Et puis forcément, les droits de douane peuvent aussi augmenter notre cash burn à périmètre d'activité constant. Troisièmement, on a renforcé notre équipe commerciale. J'ai parlé de Mathieu qui nous a rejoint, qui est un apport extrêmement important pour la société, qui nous ouvre des perspectives. Entre le moment où un profil top comme le sien rejoint la société et le moment où on a un impact sur les ventes qui se lit de façon très claire, il peut se passer quelques mois. Et de la même façon, on a recruté un directeur R&D sur la partie nouvelles technologies, software, etc., qui est aussi un calibre de premier plan. Et donc, c'est un investissement également. Et donc, ça peut temporairement créer une marche un peu flat, mais qui va aussi se produire à un moment où on va lancer l'open platform. Donc, encore une fois, ce n'est pas linéaire, ce n'est pas quelque chose qui tous les mois perd 10% jusqu'à atteindre l'équilibre et puis après devenir positif. Il y a des moments où on va avoir un certain besoin de cash. Là, récemment, on a acheté 10 instrumentations. D'un coup, vous devez les payer, vous avez le stock correspondant. Vous expédiez ça aux US, vous avez les droits de douane. C'est d'un coup du cash qui sort. Mais dans les 6-8 mois, vous servez 5-6 nouveaux centres et puis vous voyez en fait le cash s'améliorer. Donc, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que c'est notre sujet numéro 1, le cash, et qu'on fait extrêmement attention. Alors, pour répondre à la question d'ensemble sur la perspective de faire une future levée de fonds, avec 5,8 millions d'euros de trésorerie et puis un cash burn, vous ferez le calcul, mais qui nous donne une certaine visibilité, on n'a pas besoin de revenir au marché rapidement. Et on a fait beaucoup de démarches commerciales sur l'année 2025 dont on estime qu'elles vont porter leurs fruits sur l'année 2026. Donc, il n'y a pas de nécessité pour Smayo de foncer sur le marché à tout prix et d'aller lever des fonds. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne regarde pas les opportunités. Vous imaginez bien qu'avec des partenariats comme ceux qu'on a signés avec iReach ou avec Orthofix, on travaille avec des gens qui généralement jouent à 3-4 coups d'avance et qui peuvent être intéressés par le fait d'amplifier leur relation avec nous. Et ce ne sont pas les seuls. On est très souvent démarchés par soit des distributeurs, parfois même des chirurgiens et chirurgiens aux États-Unis qui ont le droit d'être actionnaires des sociétés. Et puis aussi par d'autres partenaires industriels. Donc, pas besoin de cash à court terme, mais une attention à ce qui pourrait être de très belles opportunités, à la fois en termes de valorisation, d'accélération du projet et aussi derrière qui auront des impacts opérationnels intéressants. Donc, voilà, c'est notre position aujourd'hui. Et en aucun cas, on ferait quelque chose d'irréfléchi et qui serait bêtement dilutif. Je rappelle qu'à titre personnel et à titre familial, on a encore une très, très forte part du capital de la société. Et ça fait 17 ans que je gère cette société. Donc, je n'ai pas pour habitude de créer de la dilution de façon irraisonnée. Merci Philippe. On a quelques autres questions qui sont arrivées entre-temps. La suivante, donc, il y a eu un accord FDA fin décembre. Est-ce que cet accord ouvre de grandes opportunités pour l'année 2026? Je pense qu'il s'agit de la note FDA. Oui, alors, c'est bon. Donc cet accord, comme vous en avez eu connaissance, en fait, il est consultable. On n'a pas communiqué dessus. C'est un accord avec, enfin, c'est pas un accord, c'est un marquage FDA avec les instrumentations de la société de biosynthèse.
de Q-Synthèse, c'est le numéro 1 mondial de l'orthopédie. C'est des gens qui font plus de 1,2 milliard de dollars sur le marché uniquement du rachis, qui font 10 milliards au total avec la hanche, etc. Donc, c'est très, très gros acteurs. Et c'est des acteurs avec lesquels, si on a un marquage FDA, vous imaginez bien qu'on est en discussion pour faire un certain nombre de choses. Alors, le problème, c'est que on ne trouve pas intéressant de discloser des choses sur un marquage. C'est plus intéressant de discloser des choses sur des accords commerciaux lorsqu'ils adviennent. Et l'accord aujourd'hui, il n'est pas signé. Donc, ce qui n'est pas signé, et surtout avec des sociétés comme celle-là, n'est absolument pas certain. Donc, on n'a pas à communiquer là-dessus. Il se trouve qu'on a anticipé les choses en voulant avoir ce marquage, parce qu'on est aussi sollicité par beaucoup de leurs distributeurs, qu'on veut pouvoir faire avancer les choses dans un contexte où avoir un accord signé prend beaucoup de temps. Donc, on a accéléré les choses. Voilà. Ça aura forcément un impact qu'on espère important, voire très important. Merci. La prochaine question, quel est le niveau de marge attendu dans le cadre des partenariats avec les 2 partenaires déjà annoncés, ARG et Orthofix, et comment ça se compare avec les ventes en direct? En fait, quand vous vendez des tiges sur mesure sur le marché américain, c'est à peu près 3 000 $ de tiges sur mesure par chirurgie. Parfois, les chirurgiens me prennent même 4 tiges, c'est 6 000 $. Là-dessus, on a des coûts de production qui sont en fait des coûts de production, des coûts matières qui sont très faibles, des coûts de logistique, d'expédition, etc., qui sont très faibles. Je sais pas, on ne va pas donner des chiffres très précis, mais bon, qui sont inférieurs à 5%. Et donc, normalement, quand on fait ça avec des distributeurs, en fait, on doit payer une marge au distributeur qui est de l'ordre de 1/3 du chiffre d'affaires. Et dans le cas des partenariats, en fait, ça marche un peu différemment. C'est qu'on va leur vendre les tiges sur mesure avec un prix qui est égal à peu près à prix de vente final moins 1/3. Donc, plutôt que de leur vendre au prix auquel ils vont le vendre à l'hôpital et que derrière, on leur rétrocède une commission de distribution, ils ont préféré acheter les implants à un coût qui est le prix de vente final moins la marge. Donc, forcément, la marge sur les chiffres d'affaires qu'on va faire, elle va être extrêmement élevée puisqu'on n'a pas de commission à payer derrière. Donc, faites le calcul, à 3 000 moins 1/3, bon, on est à peu près autour de 2 000. Et puis, derrière, on va avoir une marge très, très importante. Merci. Une question un peu sectorielle. Quel est l'éventail de votre concurrence? Ou est-ce que la singularité de votre proposition vous rend, holistique, globale, vous rend unique sur le marché américain? En fait, la concurrence, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, elle est surtout le fait de très grosses sociétés, notamment la société Medtronic, qui est un acteur qui est sur le marché depuis 1998. Medtronic, à la base, c'était leader mondial des pacemakers. Ils ont racheté le numéro 1 mondial du rachis qui s'appelle Sofamordanek, qui était à moitié français, en 1998. Et donc, Medtronic fait 3 milliards de chiffre d'affaires. Donc, vous imaginez qu'en termes de couverture commerciale, en termes de gamme très complète, ils ont un robot, ils ont un certain nombre de choses. C'est des gens qui ont énormément de moyens, mais qui ont des technologies qui sont une agrégation un peu hétéroclite de technologies qu'ils ont rachetées. Donc, ils ont racheté le robot Mazor à une société israélienne pour 1,6 milliard de dollars il y a quelques années de ça. Ils ont racheté les tiges sur mesure à Medicrea pour 150 millions, ou peut-être un peu plus. Et ils ont racheté un certain nombre de composants qui font travailler ensemble. Mais quand vous y réfléchissez, une tige qui a une forme parfaite, si vous l'associez à une vis polyaxiale, vous ne savez pas quel angle va faire la vis et la tige. Donc, votre vertèbre, vous ne savez pas si elle va s'aligner bien sur la tige. Donc, en fait, le marché, il a historiquement demandé des vis polyaxiales. Donc, il leur donne des vis polyaxiales. Mais le marché, au début, il ne savait pas ce que c'était qu'une tige sur mesure. Donc, quand ils ont racheté la tige sur mesure, ils n'ont pas remis en question la vis polyaxiale. Donc, aujourd'hui, ils font des développements un petit peu complémentaires. Mais vous avez quand même, pour des gens qui sont pointus et des puristes, vous avez parfois des contradictions dans l'offre produit. C'est une offre produit qui est remarquable, hein, qui est faite pour adresser le gros du marché. Les gens de Medtronic sont des gens extrêmement compétents et de grands talents. Mais ils ont une offre qui est destinée à couvrir le besoin, je vais dire moyen, du plus grand nombre de chirurgiens possible.
et qui est probablement moins pointue que la nôtre quand il s'agit d'aller vraiment chercher des gens qui sont des chirurgiens de la déformation très exigeants et qui veulent obtenir une correction très précise. Donc aujourd'hui, notre approche, c'est d'aller targeter ces gens-là et ils trouvent chez nous une offre extrêmement pointue. Et notre objectif à terme, c'est de démocratiser cette offre pour faire du volume. Alors, on n'a pas la prétention de faire le volume de Medtronic à un horizon connu, mais on a la prétention d'intégrer dans les 5 ans, 6 ans, le top 10 des acteurs qui agissent sur les chirurgies complexes. Merci beaucoup. Une dernière question qui est arrivée pour élaborer sur la performance commerciale plutôt du 4e trimestre. En fait, la performance commerciale du 4e trimestre, elle est forte, elle est dans la continuité des autres trimestres, mais elle se compare avec un 4e trimestre de 2024 qui était, lui, extrêmement fort. Je rappelle que le 4e trimestre 2024, il est 2 fois supérieur au 3e trimestre. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en fait? On a eu des centres qu'on a onboardés en 2024 et qui ont commencé à tourner à plein régime à la fin de l'année. Si vous comparez le 4e trimestre 2025 avec le 4e trimestre 2024, vous avez quand même une croissance sur les États-Unis de plus de 21% en dollars. Là-dessus, vous avez une érosion qui est liée à la perte de change. Vous avez un marché français / européen, comme je l'ai expliqué, qui s'est départi d'un certain nombre de ventes non rentables. Et donc, vous avez une allocation du capital productif, dans les instrumentations, le stock, vers des centres qui vont poser beaucoup plus fort. Et par contre, vous avez un nombre très important de centres, près d'une dizaine, qui n'avaient pas posé du tout en 2024 et qui là ont fait une, peut-être des fois 2 procédures. Donc, dans le chiffre, en fait, ce n'est pas très impressionnant, mais dans le potentiel de croissance, ça va l'être avec un peu de patience. Donc, une performance qui est tout à fait respectable, mais simplement, elle s'apprécie par rapport à une performance du dernier trimestre de l'année d'avant qui était déjà, qui annonçait en fait ce qui allait se passer sur l'année 2025. J'ai parlé tout à l'heure de palier. Il faut accepter parfois qu'on soit sur une croissance 10, 15, 20% sur des centres historiques. On en a certains qui ne pourront plus faire de croissance tellement ils posent aujourd'hui. On a certains chirurgiens qui posent pour plusieurs millions de dollars d'implant. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça correspond à des services de 10 chirurgiens en France. Donc, eux, ils ne pourront pas faire plus. Mais en revanche, on a beaucoup de centres qui ont fait un nombre très faible de chirurgies en 2025 parce qu'ils ont été enregistrés en toute fin d'année, que les chirurgies n'ont pu être programmées que tout à la fin et que, pour l'instant, ils découvrent. Donc, si on arrive à faire avec ces gens-là ce qu'on a fait avec ceux qui aujourd'hui posent à plein régime, là, on a un chirurgien, Camilo Molina, au mois de février, 15 chirurgies programmées. Il faut se rendre compte, et c'est quelqu'un qui, à un moment donné, quand il a démarré, une par-ci, une par-là, à un moment donné, il s'arrête pendant 2 mois parce qu'il vous demande quelque chose, et tant qu'il ne l'a pas, il arrête de poser. Donc, au début, vous êtes là, vous dites, tiens, mais qu'est-ce qu'on va faire avec lui, etc. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui tire le business de façon très importante. Pareil pour Mike Kelly, pareil pour d'autres. Et donc, voilà, il faut accepter parfois qu'il y ait certains paliers, mais ce qui est important quand on regarde finement les choses, c'est de voir quel est le potentiel de croissance centre par centre. Et aujourd'hui, il est vraiment énorme sur des gens chez qui on s'est enregistré. Ça a pris beaucoup de temps et ça a été une lutte en 2025 de rentrer dans beaucoup de centres. Et on y est arrivé. On aurait préféré y arriver plus tôt pour avoir plus de croissance de nouveaux centres. Au final, comme je l'ai dit dans le communiqué, ces centres-là représentent une part très faible de notre chiffre d'affaires, mais ils représentent une part très importante de notre potentiel de croissance. Merci. On a reçu encore 2 questions. Au-delà des États-Unis, quel serait votre prochain relais de croissance et est-ce que vous vous y préparez déjà? Alors,
C'est une bonne question. Déjà, il faut quand même comprendre qu'il y a une profondeur aux États-Unis qui est très, très importante et qui prendra des années à être, entre guillemets, sondée, puisqu'on voit déjà avec des gens qu'on a amorcé de convaincre qu'on en a on peut très largement croître avant d'être arrivé au bout de ce qui a déjà été amorcé. Et il y en a de nouveaux à qui on n'a pas encore parlé, qui pourraient être très, très facilement des utilisateurs potentiels. Donc, le marché américain, déjà, il est très, très profond. Alors après, le deuxième marché qui est intéressant, qui est un petit marché américain, c'est le marché australien. Donc, sur le marché australien, on a un partenaire qui s'appelle Evolution Surgical. Alors, tout prend du temps sur le marché australien parce qu'il faut qu'on organise un événement là-bas et il est programmé pour septembre 2026. Le marché australien, c'est en gros à peu près les prix du marché américain, mais avec forcément un volume d'activité qui est au prorata de la population australienne. Donc, on est à un peu moins d'un dixième. Mais pour autant, on a un certain nombre de centres. Il se trouve que Smayo est historiquement une plateforme de collecte de données du registre australien. Donc, on a un carnet d'adresses là-bas qui est assez intéressant. Et avec le cours qu'on va organiser en septembre 2026, on pense qu'on va pouvoir trouver les 5-6 centres qui pourraient nous permettre de décoller sur ce marché. Donc, avec notre partenaire Evolution Surgical et d'autres centres qui utiliseront nos tiges. Donc, ça, c'est un premier relais de croissance rentable qui est bien en ligne avec ce qu'on a amorcé jusqu'à présent. Sur l'Europe, on est actuellement en plein audit. Donc, notre but, c'est de sécuriser la partie réglementaire. C'est un gros morceau. On a soumis il y a 6 mois. On a un premier retour d'organismes notifiés avec un certain nombre de précisions à apporter sur les différents éléments. C'est le passage au MDR, c'est un exercice qui est complexe et imprévisible pour tous les acteurs du marché. Donc, ça a contribué aussi à une forme d'attentisme de notre part sur le marché européen, c'est-à-dire qu'avant de lancer des investissements en formation, en marketing, en stock, etc., sur des centres sans savoir exactement comment les organismes notifiés allaient traiter les audits sur le marquage MDR, on a une posture assez prudente. Maintenant, voilà, on est en plein dedans, on a soumis, on est en train d'adresser ça et on va digérer les allers-retours avec l'organisme notifié dans le courant d'année 2026. Donc, dès lors qu'on aura obtenu ce marquage MDR, on aura la capacité de se projeter de façon beaucoup plus volontariste sur le marché européen et on le fera avec le retour d'expérience du marché américain. Donc, on aura aussi gagné en crédibilité, en assises logistiques, commerciales et en preuves cliniques. Donc, voilà, c'est pareil, il peut y avoir des sauts qualitatifs très importants dans des périodes de temps relativement courtes et puis des périodes de stagnation qui sont le fruit de choix stratégiques. Pour le moment, notre choix stratégique, c'est d'être en attente sur la partie commerciale en Europe, en ne traitant que des centres historiques avec lesquels ça tourne de façon spontanée. Mais par contre, on n'est pas du tout en attente sur la partie réglementaire. On est vraiment à l'offensive. Et dès qu'on aura avalé cette partie-là, on nourrira des ambitions beaucoup plus importantes et structurées sur le marché européen. Merci beaucoup, Philippe. Et une autre question, plutôt d'ordre financier. Vous parlez beaucoup de taux de change. Avez-vous des systèmes de protection contre fluctuation des taux de change? Alors, Smayo n'a pas de protection de taux de change. C'est une vraie question. Après, c'est aussi connaître l'avenir. Donc, à ce stade, on est en lien avec nos partenaires bancaires. On a déjà réfléchi en fonction de certaines opportunités. Mais à ce stade, on n'a pas de couverture en place. Pour compléter le propos de Renaud, dans le passé, quand on avait des questions de milestone avec nos partenaires américains, où vous avez 3 millions de dollars qui tombent d'un coup, etc., là, évidemment, on avait mis en place des couvertures. Donc, quand on a, disons, un cas de figure où l'opportunité de la couverture est évidente, on le fait, bien entendu. Après, là, on estime par rapport au coût, par rapport à ce qu'on voit des analyses sur l'évolution du marché de taux de change,
qu'on a une forme de statu quo qui ne nécessite pas forcément d'utiliser une couverture. Maintenant, il est évident qu'on est en perpétuelle analyse sur ces questions et que quand la pertinence apparaît évidente, on agit sans aucun état d'âme. Merci beaucoup pour ces compléments d'information. Alors, c'était la dernière question. Voilà, donc je vous laisse peut-être le mot de conclusion. Renaud, tu veux dire quelque chose? Non, c'est bon, vas-y. Je te laisse la parole pour conclure. Ah, Merci beaucoup pour votre attention durant cet exposé. Je sais qu'il est un petit peu tard. Comme vous pouvez le voir, moi j'ai la lumière dans les yeux. Là, je suis au soleil de midi du Texas. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions complémentaires, à nous les poser via Dushan et on se fera un plaisir d'y répondre. Et puis, je remercie nos partenaires qui sont avec nous depuis un petit moment maintenant, en particulier NextStage, avec lequel on travaille depuis l'introduction en bourse, et puis évidemment les autres, de leur soutien et puis de leur constance tout au long de ce projet. À très bientôt. Merci. Merci à tous. Bonne soirée, au revoir.